Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis et on est extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour le 6e épisode du Talk Show qui compte. Le talk show qui parle de quoi? Qui parle de finances d'entreprise avec à chaque fois un sujet, une thématique bien précise. Et aujourd'hui, alors il fait chaud bien sûr, et en plus de ça, on va parler d'un sujet brûlant, à savoir la data, la donnée. Qu'est-ce qu'on en fait de toute cette donnée en entreprise? On en a beaucoup, on en a de plus en plus, on en a de plus savoir quoi en faire. Et nous, financiers ou même dirigeants, si vous nous écoutez, parce qu'on a une audience qui est principalement composée de financiers et ou de dirigeants, eh ben, comment on va utiliser cette donnée et cette data pour prendre des décisions financières, mais également des décisions stratégiques? Et alors, pour ça, on a décidé d'en parler aujourd'hui. Moi, clairement, je ne suis pas expert sur le sujet. J'aime bien en discuter. Mais pour ça, comme d'habitude, j'aime bien m'entourer de véritables experts sur cette thématique-là. Et ça tombe bien parce qu'il y a encore une fois un casting 5 étoiles avec Jonathan et Pierre. Donc, dans très peu de temps, je vous laisse la parole, je vous laisse le micro pour vous présenter. Mais avant, bien évidemment, il y a quand même tout un tas de remerciements à faire. Déjà, merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux. Là, vous vous connectez tout doucement si vous regardez en live, et vous êtes aussi de plus en plus nombreuses et nombreuses à nous regarder en replay sur toutes les plateformes, LinkedIn, YouTube, etc. Donc franchement, un grand merci à vous pour votre soutien. Merci également au soutien, aux sponsors, tout simplement, de ce talk show, à savoir Finpal. Finpal, c'est quoi? C'est une communauté de financiers. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2500, créée par Conto, et qui tous les jours parle de thématiques, de problématiques, de questions à travers un forum sur tous les aspects de la gestion financière. Donc le lien d'inscription pour Finpal est en description, on le remettra en description à chaque fois pour les replays. Donc un grand merci aussi à ce sponsor. Et merci également à l'équipe technique, qu'on n'oublie pas, Amir, Kevin, Joe. On n'oublie pas l'équipe technique, sans qui tout cela ne serait pas possible. Eh bien, écoutez, je vous laisse un petit peu le micro. Jonathan, on peut commencer par toi. Donc, franchement, un grand merci d'être parmi nous, de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. Je te connais très bien. Un peu, Et ouais. je pense que beaucoup de notre audience te connaît déjà. Mais quelques mots sur qui es-tu, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, déjà Ouais. pour commencer. Déjà merci pour l'invitation. Merci de nous faire nous cuisiner alors qu'il fait super chaud, hein, c'est parfait. C'est vrai. En 2 mots, moi je suis donc Jonathan Plateau, je suis cofondateur d'une start-up qui fait un outil de contrôle de qualité de données pour la finance corporate, justement. On se place entre les ERP et les outils EPM Conso et on contrôle la qualité et on permet aux gens de gagner du temps, notamment sur les clôtures. Après dans mon parcours, je suis un financier, totalement classique, hein, tu me connais. J'ai fait un parcours, en contrôle de gestion en France, en Inde, de l'audit chez EY et après, je suis retourné chez Valeo pour faire de la BI et Ok. après j'ai fait, un petit parcours, chez Safran, sympa qui m'a amené vers, responsabilité de la mise en place des outils au global et responsabilité aussi du contrôle de gestion opérationnel et à la fois division. Ok, très très clair. Pareil pour les plus novices, tu nous as sorti le premier acronyme Ah du pardon! jour. BI en quelques mots? BI, c'est la business intelligence en fait, donc voilà, et l'EPM, c'est l'outil qui grosso modo permet de faire du reporting et de la prévision Ok, et les outils de consolidation, c'est les outils qui permettent de faire la consolidation statutaire et il y a beaucoup de confusion entre les 3 outils, Ouais, assez régulièrement. ok, de Bon, toute les ERP façon, normalement, je fais pas l'offense, les gens connaissent en général. normalement les gens connaissent, et de toute façon on va en reparler plus en détail. Écoute, un grand merci Jonathan Ouais, merci. d'être parmi nous aujourd'hui. Et notre deuxième invité, Pierre Lafitte, pareil, c'est un plaisir de t'avoir à mes côtés, à nos côtés aujourd'hui. Un grand merci pour ta présence. Et du coup, en quelques mots, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Mehdi, merci déjà pour l'invitation. Merci, c'est un grand honneur de participer à ce live en compagnie de Jonathan, avec qui on a déjà fait quelques lives ensemble. Et de te rencontrer aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est Donc vrai. moi, Pierre, donc, je suis associé du cabinet Emergence, donc c'est un cabinet d'expertise comptable, on est 120 collaborateurs. Moi, je suis associé sur la partie conseil, donc conseil aux organismes d'assurance. Donc c'est là où j'ai fait toute ma carrière en assurance principalement, où j'ai accompagné sur différents projets de RP. Donc, je crois que c'est un peu l'objet Mhm. aujourd'hui de nos échanges. Également, j'ai travaillé donc à la fois sur la partie cadrage, mise en place, etc. Et en parallèle de ça, je suis également auditeur informatique, où j'audite différentes structures, donc à la fois sur la partie data, pour comprendre où elles en sont, mesurer un peu leur maturité sur le sujet, et voilà. Ok. Donc, Ok, écoute, très clair, merci beaucoup. avec Du plaisir. coup, de ton côté, que ce soit sur la partie audit
ou la partie conseil, donc audit IT ou conseil en assurance, la data, le traitement de la data pour derrière amener des décisions, des réflexions stratégiques est un sujet, je pense, que tu côtoies au quotidien. C'est un sujet primordial, notamment à l'heure de l'IA aujourd'hui, où justement il y a un gros sujet, comme Jonathan également en a parlé, sur la qualité de données. Comprendre comment la donnée est cohérente, comprendre comment elle circule, arriver à suivre la donnée de son outil de démarrage vers son outil de reporting final. Voilà, c'est vraiment un gros enjeu, la compréhension de la data. Ok, eh ben, t'es le premier de nous trois. Il aura fallu peut-être 4 minutes avant de nous sortir le mot IA. Qui est Pardon. Non, mais justement, c'est très bien. J'attendais le premier qui allait sortir. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup et on va en reparler. Mais justement, intéressant de avoir en tête tout au long de ce live comment l'IA aujourd'hui va nous aider dans le traitement de la donnée. Est-ce que l'IA va vraiment être une révolution pour celle-ci? Quels sont les risques justement anticipés? Parce qu'aujourd'hui, et je pense que ça fera partie de nos conclusions, l'IA ne fait pas tout. Elle aide, elle facilite, mais voilà, bien avoir en tête. Ok, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Ce que je vous propose, moi j'aime bien toujours commencer par un petit icebreaker, toujours un petit peu dans notre thématique, bien évidemment. Messieurs, commencera qu'il le souhaite, si vous deviez supprimer définitivement un seul outil demain. Pourquoi je suis parti là-dessus? Parce que quand on parle de données, on parle aussi très souvent d'outils. On a commencé un peu à en parler. On n'a pas parlé d'Excel, mais on va en reparler. On a cité le RP, BI, Power BI, l'IA, ChatGPT, Claude, n'importe. Bref, on se dit qu'avec une multiplicité, je vais y arriver, d'outils, nous allons pouvoir facilement traiter la donnée, etc. Mais on voit que parfois, accumuler des couches d'outils, ce n'est pas forcément révolutionnaire et parfois, ça peut plus nous induire en erreur qu'autre chose. Donc, si on devait retourner un peu au basique et si on devait supprimer un outil, lequel supprimeriez-vous, messieurs? Qui veut commencer? C'est une bonne question, je vais commencer. Allez, Jonathan. Pour moi, en fait, la problématique, c'est l'outil et le besoin initialement. Je ne vais pas vous refaire tout le laïus. Souvent, les gens choisissent des outils en pensant avoir un besoin global. En fait, choisissent le mauvais outil parce qu'ils n'ont pas creusé sur leur basique, notamment sur les process, comment on remonte la donnée, etc. Mais si je devais en éliminer un, là, parce que si on fait le panel que tu as fait, pour moi, c'est la partie data visualisation, en fait, par exemple, des couches d'outils de BI, qui en fait est morte en réalité. C'est-à-dire qu'avant, on passait notre vie à essayer de monter un rapport qui montre bien pour montrer au COMEX ou dire regarde, voilà mon tableau, je l'ai bien fait. En réalité, maintenant, il n'a plus aucun intérêt dans le sens où avec de l'IA, en 3 minutes, je le fais. Et en 3 minutes, en fait, j'abuse. En 20 secondes, je l'ai fait. Ouais. Et avec des meilleures capacités, en réalité. Tu as pu t'amuser à aller apprendre à faire du DAX ou des trucs comme ça, honnêtement. C'est perte de temps, perte d'argent et aussi c'est de l'effort de vos équipes qui sert à rien, honnêtement. Ok. Et Mais par rapport contre, qui attention, souvent je ne dis était pas fan de la BI. plutôt faux en plus. Ça, la Rapport. problématique qu'après de la data, ça, c'est un autre problème. Mais en soi, si j'en éliminé un, j'éliminerais celui-là. Mais attention, j'éliminerais pas la couche BI. Faut pas oublier. La BI, c'est Business Intelligence. Intelligence, c'est interligaré. C'est faire le lien entre les choses. Là, on fait le lien entre le business et entre tous les éléments et tous les services. Vous pouvez pas éliminer cette couche-là. Cette couche-là, si vous l'avez plus, vous êtes comme dans les années 80-90 où on était en train de reconnecter tous les systèmes. En fait. Et là, ça devient un vrai problème. Okay. Ouais, en fait, vous pilotez sans indicateur et en fait, je suis d'accord avec Jonathan. En fait, la BI, en fait, ça peut être un outil de Power BI peut être éliminé parce qu'en fait, on va pouvoir faire de la BI dans Excel, on va pouvoir faire de la BI dans les ERP. On a souvent de la visualisation qui est disponible par ces outils. On va pouvoir également en produire avec l'IA, justement, qui nous permet de mettre en place les reportings qui vont bien, des choses comme ça. Et souvent, justement, la question qu'on se demande, c'est en fait, quand on discute avec des dirigeants, ils vont souvent se dire oui, ok, là, je veux tel reporting, je veux tel truc. Mais pense à ta donnée, réfléchis à ta donnée, construis ta donnée. Et construire sa donnée, c'est pas dans Power BI qu'on va la faire. C'est dans les outils en amont, ça va être dans Excel, ça va être dans notre ERP, dans nos outils de gestion. Il va falloir comprendre ces indicateurs, les construire, les analyser, pour ensuite produire la donnée à la bonne qualité qui sera cohérente dans son outil de data visualisation. Ok. Si tu devais résumer ou expliquer de manière très simplement la BI, justement, à un dirigeant qui est complètement novice ou à une personne externe, juste comment tu la résumerais? Franchement, très simplement, visualiser des indicateurs, je dirais. Okay, ouais. L'idée, c'est de se dire, en fait,
Vous avez des indicateurs que vous suivez au quotidien. Qu'est-ce que c'est une BI? Ça va vous permettre de les visualiser, de suivre leur tendance, de suivre comment ils sont produits. Et l'idée d'un outil de BI, c'est souvent qu'il va automatiser justement ce process en notamment allant récupérer les bonnes sources de données en amont, allant récupérer les données qui peuvent être dans des fichiers Excel, qui peuvent être dans l'ERP, qui peuvent être dans d'autres sources. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut faire de la BI dans Excel? On peut très bien en faire. On a des Ouais. graphiques qui sont à disposition. Bon, c'est pas le plus adéquat, Ouais. mais ça peut être une très bonne solution au démarrage. Et moi, d'ailleurs, à vrai dire, c'est ce que je conseille souvent. Déjà, construisez vos indicateurs dans votre fichier Excel, dans vos outils en amont, pour ensuite, peut-être dans un second temps, quand vos indicateurs sont prêts, quand vous les avez bien éprouvés, quand vous êtes rendu compte qu'ils sont pertinents, mettre en place l'outil qui va bien, Power BI, ClickView, etc. D'accord, ok. Je me permettais de refaire un peu cette définition. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que parfois, il y a un peu une forme de confusion sur tout le cycle de vie de la donnée, que ce soit la collecte, le traitement, la mise en forme, l'analyse. Et du coup, tu vois, même moi, j'avais encore un peu du mal à placer la BI dans ces différentes étapes. Donc, je peux comprendre que la BI, c'est pas tant la collecte, c'est pas tant le traitement, on est plus dans la vision / la pré-analyse. Ça, c'est la vision au-dessus de l'iceberg, ce que tu décris. Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que justement, pour avoir cette BI, faut la collecter, il faut produire la donnée de manière fine et bien la comprendre. Ouais. Et justement, on va toujours se dire, OK, j'ai mon indicateur, j'ai mon graphique, il est top, j'ai mon pie chart, j'ai mon type de graphique, etc., qui est comme ça, qui fonctionne très bien. Mais la réalité, c'est que cette donnée, si elle veut rien dire, si elle signifie rien d'un point de vue métier, ça n'a aucun intérêt, en fait. Ok, très très clair. La BI, c'est avant tout aussi, il ne faut pas oublier, c'est ce que j'ai dit au début, hein, interligar et faire le lien. En fait, dedans, tout le monde se fait un peu avoir par la magie des graphiques, ça sort, c'est joli, machin. En fait, non, c'est pas là que ça se joue. Ça se joue dans le lien, notamment dans les données. Ouvrez une fois une console, vous verrez, c'est pas très compliqué. Vous ouvrez la console, vous verrez qu'en fait, il suffit de faire des clés dans lesquelles vous allez faire des éléments. Et pour faire donner un cas concret, un compte comptable est un lien, par exemple, entre un outil et un autre. Un produit peut être un outil, par exemple, un client dans un CRM et le lien avec le client dans le RP. La BI va faire le lien entre les deux. C'est là que se joue la force. Et aussi, la force, c'est dans la puissance de calcul. C'est-à-dire que c'est quand même des. Tu veux le faire dans Excel, tu peux. On peut tout faire dans Excel, en réalité. Ouais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand ta base de données, tu as 100 000 clients et que tu as 40 milliards de lignes de transactions, tu tournes plus du tout dans un outil Excel ou dans un outil bricolé. Même dans un outil monté par l'IA, parce que tout le monde pense à faire du vibe coding ou des trucs comme ça. La réalité, c'est que derrière, ça demande quand même de la puissance de calcul. Et c'est là où est la force des outils de BI. Ok. Et la puissance de la BI, c'est aussi dans le collaboratif. Jonathan, justement, l'évoquait. Ça va justement être de permettre de partager, d'avoir des vues spécifiques selon à qui on s'adresse, à la direction, à telle direction métier, etc. Ok. Très clair, tu vois, c'est parfait. On a déjà un peu dévié dans tous les sens, mais c'est parfait. Juste pour reprendre l'icebreaker, bon, même si on n'en a même plus besoin. Toi, Pierre, tu supprimerais quel outil? J'étais assez d'accord avec la réponse de Jonathan, justement, peut-être supprimer un outil de BI. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que fondamentalement, c'est quand même compliqué de supprimer Excel. Ouais. Parce que factuellement, la plupart des données dans les entreprises, elles vont souvent être produites sur Excel. Ça va souvent être la première couche. Alors, par contre, en effet, le risque, ça va être de n'utiliser qu'Excel. Ça, on est d'accord. Mais pour moi, s'il y en a un des quatre que, en tout cas, je ne peux pas supprimer, c'est bien Excel. Ok. Et pourtant, on passe un peu pour l'ancienne école en disant ça. Je suis d'accord. Non, mais clairement, tout le monde a eu ce discours de on va éliminer Excel. Pas mal de boîtes se sont lancées avec ce discours-là. La réalité, c'est qu'en fait, on l'utilise tellement que c'est impossible à éliminer parce que la flexibilité, la rapidité qu'on a, et encore plus maintenant avec des plugins IA. Franchement, maintenant, je vais 100 fois plus vite qu'avant. Et quand on maîtrise l'outil et qu'en plus, on a une IA pour aller, on va 100 fois plus vite. Le risque, par contre, c'est la multiplicité. Moi, c'est ce que je vois, on va peut-être en parler, mais le retour en arrière, avant, on était full Excel, on montait nos ERP à la mano, et en fait, on crée un sacré bazar en réalité. Et en fait, le risque, c'est de déstandardiser parce qu'on se dit ça coûte moins cher, et d'aller dans ce volet, mais on en reparlera peut-être après. Ok, oui, de dépendance, exactement. On va en reparler juste après. C'est top, à vrai dire. On est déjà parti un peu dans tous les sens et c'est parfait. J'insiste bien sur le côté, vous avez peut-être l'impression, en fonction de votre niveau d'expérience et de technicité, que justement, ce live est très technique. Pas forcément. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, que vous soyez financier, dirigeant, et qu'importe votre taille d'entreprise, votre secteur d'activité, vous avez aujourd'hui une véritable mine d'or, à savoir la donnée, la data, qu'importe comment on l'appelle. Et
bien utilisé de manière simple, pragmatique et avec les bons outils, vous pouvez démultiplier les bonnes données, les bonnes décisions financières et stratégiques. Et ça, clairement, ne mettez pas ce sujet de côté, c'est important. En tant que financier, ça nous permet vraiment d'aller au-delà et d'aller justement sur ce fameux rôle de business partner, d'aider à la prise de décision. Et en tant que dirigeant, ça vous permet de bien piloter votre boîte. Donc surtout, ne considérez pas ce sujet comme réservé qu'à quelques techniciens très touchy. Non, au contraire, ça doit vous concerner. Et c'est justement là, on est là aussi pour démocratiser le tout. Alors, avant de passer, et je pense qu'on est encore dans les temps, avant de passer dans nos 4 chroniques, souvenez-vous, comme d'habitude, nous avons 4 chroniques. 1, la recette express, donc pendant 1 minute ou plus, chacun de nos invités vont nous livrer une véritable masterclass qui a pu arriver sur ce délicieux sujet. Ensuite, en partie 2, nous avons les classiques mythes flambés, ça veut dire mythe ou réalité. On va essayer de déconstruire ou de valider certains mythes, justement, sur cette thématique-là. 3e partie, plutôt les anecdotes un peu croustillantes, ce qu'on appelle le plat raté. Ça veut dire ce qui a déjà loupé, quelque chose qu'on referait différemment et quels ont été les différents apprentissages qu'on a pu en découler. Et enfin, le plus important, j'ai envie de dire, c'est aussi toutes vos questions qui peuvent arriver. Donc, les questions qui piquent en dernière partie, restez bien avec nous à la fin pour qu'on puisse y répondre. On en avait déjà collecté en amont, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on fait la communication sur ce live-là, mais surtout, dès que vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Johanna, qui est parmi nous, nous les copie-colle en live, et du coup, on pourra y répondre, bien évidemment, lors de ce live ou en dernière partie. C'est tout bon pour tout le monde ? C'est tout. Eh bien, écoutez, un grand plaisir. Et du coup, encore merci. Et passons à la partie 1, à savoir la recette express. Eh bien, générique terminé. Toujours un plaisir, cette partie-là, les génériques, j'avoue, j'aime beaucoup. Écoutez, la recette express, donc pour le refaire, chacun d'entre vous, messieurs, a 1 minute pour délivrer, on va dire, une masterclass, délivrer un retour d'expérience. Et je me suis permis justement de vous faire des propositions. Je propose, Jonathan, de te donner le micro, à savoir sur un cas qui, en tout cas, me concerne ou a pu me concerner et du coup concerne également beaucoup de notre audience. Je suis DAF, donc directeur financier. Mon dirigeant ou l'équipe dirigeante me dit « Écoute Jonathan, on a un ERP flambant neuf. Pourquoi continue-t-on à tout refaire sur Excel ?» Du coup, qu'est-ce que je peux lui répondre et comment ? En fait, il faut comprendre que l'ERP, c'est une base de données uniquement. Tu nous redéfinis ERP ? On sait jamais. ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Donc, grosso modo, c'est un outil qui vous permet, on va dire, de collecter de la donnée et de lier via des modules, l'ensemble des services. Moi, je suis plutôt un industriel, donc dans les services de production, la logistique, si je veux savoir tout ce qui est rentré, sorti des stocks, etc. Si on peut mettre notre paye dedans, on met notre comptabilité, ça, c'est ça quand même qu'on cherche. En fait, on met tous les éléments. On a chacun nos modules, on a un peu chacun nos précarés, et à la fin, l'ERP te permet de faire le resource planning, donc de remettre tout ça dans une boîte. Okay. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, c'est un système d'enregistrement, de transactions. C'est pas un système qui va vous sauver la mise. C'est pas fait pour faire de l'analyse. C'est pas fait pour avoir le lien. Le lien est super compliqué. Je sais pas si vous avez vu dans des écritures comptables, quand vous devez remonter jusqu'à la transaction initiale, par exemple le flash code dans une usine, c'est compliqué. C'est vraiment pas facile. Et ce que je devrais dire, ce que je dirais à un dirigeant qui me dit ouais, mais j'ai investi des millions dans ton ERP. Oui. Pourquoi les ERP pour l'implémentation. Pourquoi j'ai pas d'amélioration ? Pourquoi ton équipe elle traîne toujours sur Excel ? En fait, parce que c'est pas l'outil qui est fait pour ça. C'est l'outil qui vous permet d'assainir votre base. C'est-à-dire que vous pourriez imaginer de faire un ERP Excel, hein, aussi, on en a parlé. Mais on va le dire. Hein, tu disais attention, c'est technique. Non, moi je vous assure, je suis un profil non technique. Et je suis capable d'utiliser un ERP, je suis capable de le paramétrer. Maintenant, les outils sont devenus non techniques. Je ne vous dis pas, il y a 13 ans, quand j'ai commencé sur la BI, c'était non technique, c'était très compliqué, en fait. Maintenant, les outils sont très accessibles. Et un ERP, par contre, quoi qu'il en soit, faut le prendre comme le moyen de regrouper toutes vos équipes à l'intérieur. Et ça qui est important pour votre dirigeant. La problématique du dirigeant, plus sa boîte grossit, plus il y a des silos dans tous les sens. Le silo de data, notamment, c'est le pire. Parce que quand vous avez un chiffre d'affaires et que votre commercial il dit non mais moi attends, j'en ai fait 100 000 de plus, c'est là que les discussions commencent et la perte de temps commence. Et c'est pour ça qu'en général, on a un ERP qui à la fin se déverse dans des outils de reporting ou de BI dans lesquels on va recadrer l'ensemble des éléments. Okay. Mais on aura notre base brute et tout l'ensemble de nos éléments, en fait tout part de là.
En fait, la réalité, tout part de l'ERP. Donc, on a besoin d'un ERP, ça c'est certain. À partir du moment où on a une certaine taille, hein, on a besoin d'un ERP. Si on disait une certaine taille, je dirais des boîtes à partir de 50-60 collaborateurs, tu commences à avoir un besoin parce qu'en fait, tu te rends compte que la communication, elle est plus là. Ok, donc toi, tu raisonnes plutôt en termes de taille de collaborateurs, donc d'équipe, plutôt qu'en termes de taille de chiffre d'affaires ou de flux Ah bah, d'achat. je connais des boîtes à 10 personnes qui font des millions, hein. Donc, c'est pas ça la problématique. La problématique, d'ailleurs, tu le vois, c'est piloté à la licence, hein. C'est-à-dire que tu vas Ouais. avoir ton éditeur, il va te dire c'est combien d'utilisateurs tu as. Et après, par rapport à son nombre d'utilisateurs, c'est là qu'il commence à lui aussi hein, faire son business. Mais c'est ça qui se joue. C'est le nombre d'utilisateurs parce qu'en fait, n'oubliez pas, c'est votre base de communication entre vous, enfin, c'est votre base d'enregistrement entre vous, parce que la communication se fait en général sur d'autres outils, soit du Excel, soit des outils EPM, enfin EPM, BI ou outils de conso d'ailleurs. Ok. Ok, ok, très clair. Et justement, parce que c'est vrai que les projets ERP peuvent parfois coûter très cher, tu le disais tout à l'heure. On a parlé justement de l'arrivée et de l'implémentation tout doucement de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que dans un avenir proche, les ERP seront tellement boostés à l'intelligence artificielle qu'on va enfin, je dis pas que c'est un souhait en tout cas de mon côté, mais ça reste malgré tout quelque chose qui revient très souvent, est-ce qu'on va enfin pouvoir se passer d'Excel avec un ERP boosté à l'IA? Alors moi je dirais non. Ok, Le truc qu'on oublie, c'est que la data, c'est de l'humain, avant tout. Ça part de l'homme, c'est-à-dire que ça part des gens du terrain qui enregistrent des transactions. Ça, c'est le logisticien, c'est le caissier qui passe les produits en caisse, c'est ça. Et là-dedans, le caissier, c'est facile, c'est des codes barres, ça avance. Le logisticien, on l'a tous eu, on l'a appelé, on l'a dit: «Ah, on a un écart de stock». Pourquoi? Il dit: «Ah, attends, tu crois que j'ai que ça à faire?» Et ouais. après, tu te rends compte qu'en fait, il a pas enregistré des transactions, qu'il a rangé des cartons dans un endroit dans l'entrepôt et tu te dis: «Bah, pourquoi tu l'as rangé comme ça?» C'est des problématiques de process interne. Ça, l'IA, elle le saura jamais. Il y aura des améliorations, j'en suis Mhm. persuadé, mais à la fin, honnêtement, la partie traitement et contrôle, je pense qu'on y sera toujours. On en aura Ok. toujours besoin. Donc donc Excel ne sera pas éliminé. Excel par contre sera utilisé différemment. Ça, j'en suis persuadé. Je commence déjà à le faire moi personnellement. J'ai connecté mon plugin, Claude Code. Je vais super vite maintenant, c'est vachement bien Ouais. honnêtement et ça vous permettra de gagner un temps. Alors bon après ceux qui utilisent Copilot, j'ai un autre avis. Mais en soi, ça vous permettra vraiment de bosser différemment, d'y passer moins de temps parce que quand même c'est la problématique et c'est pour ça que nous on lance notre boîte. Contrôler la qualité de ces données, ça prend un temps infini. Mm. On y passe des heures et des heures et des heures. Et en fait, c'est pour ça que nous, on s'est dit, à partir de ce constat, demain, si tu veux utiliser des IA, le RP, ça s'améliorera, mais il y a un moment où ça a ses limites. La limite, c'est l'humain. Les IA, ça va s'améliorer et ça déduira un peu plus ce que tu as. Mais au milieu, si tu n'as pas contrôlé ta qualité, parce que toi, tu as tes règles perso. Tu as tes règles perso parce que, par exemple, tu sais que tu veux une alerte quand ton stock il a dépassé ton million. Tu te dis, ah, attends, c'est bizarre. Ouais, Des ouais. choses comme ça, tout ça, c'est toi qui le tiens. Et c'est les gens qui contrôlent. Et moi, je pense que cette partie contrôle que tu fais dans Excel, bah, elle ne sera pas éliminée. Ok, très clair. Ok. Et j'espère que je parle pas trop vite aussi, parce que ma femme m'a dit. Et du coup, toi, Pierre, alors avant justement de passer aussi à la question que je t'avais sélectionnée, en tant qu'auditeur IT notamment, tu valides cette approche-là parce que tu dois avoir passé quand même des sacrées bases de données. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est je comprends ce que disait Jonathan sur la partie 50-60, c'est commence à avoir un risque. En fait, la réalité, c'est qu'on commence à gérer tout un tas de référentiels dans des fichiers Excel non partagés. Par exemple, on a le commercial qui a son fichier de base client. On a les équipes finances qui ont leur référentiel comptable. À partir de ce moment-là, où on commence à avoir des référentiels qui vivotent, où on se rend compte que, par exemple, on a un produit qui est créé d'un côté qui ne va pas s'alimenter parce qu'il y a un défaut de communication entre ces fichiers qui ne communiquent pas entre eux, je pense que là, c'est le moment où il faut commencer à se dire, est-ce que je dois passer sur un ERP qui va permettre de centraliser cette donnée et aussi de la normaliser? Combien de fois on voit des produits qui ont dit non dans notre entreprise? Ici, ça s'appelle produit 1, là-bas, il s'appelle PDT 1, Ouais. etc. Tout ça, ça va générer des problématiques. À la fois, on en a parlé, en termes de reporting sur la BI, également en termes de reporting financier, également en termes d'analyse des données. Et du coup, voilà, moi, en tant qu'auditeur, c'est vraiment le sujet que je surveille. C'est Ok. vraiment comprendre quoi et se dire qu'à un moment, on n'a plus le choix, en fait. La donnée, elle navigue dans différents fichiers Excel. Il y a des défauts de collaboration. Et à un moment, il va falloir se dire, oui, il y a des outils qui permettent ça, qui permettent justement de centraliser, normaliser cette donnée et de mettre en place des bonnes pratiques.
Ok. Écoute, ça nous fait une excellente transition avec la recette express que je t'avais sélectionnée. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sur quoi je voulais te questionner, c'est mon entreprise veut changer de RP ou à la rigueur en mettre un en place, ce que tu évoquais, à voir. Quelles sont les 5 erreurs, si tu devais les lister, à surtout ne pas commettre avant de lancer le projet? Ok. Alors, 5 erreurs, je pourrais en citer qui 10, 20, 35. Honnêtement, j'ai dû réfléchir à la question. Le premier point que je dirais, c'est déjà, il faut impliquer les utilisateurs finaux. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'un projet, il est souvent aux mains de l'informatique, de la DSI. Ce qui se passe, c'est que si on n'implique pas les utilisateurs finaux, on va se retrouver avec un outil qui ne répond pas à leurs besoins. Et Ouais. justement, on commence à rentrer dans des travers où on a des fichiers Excel qui naviguent à côté, qui ne devraient pas naviguer, où on continue à suivre des référentiels qui devraient être suivis dans le RP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également nommer un sponsor. Ce sponsor, il doit être à la fois, pour moi, il doit avoir un double sponsor selon les tailles d'entreprise, à la fois un sponsor côté DSI et côté direction métier. Souvent, DAF, direction financière. Parce que ce qui se passe, c'est que le sponsor côté DSI va avoir la vision plus tech, IT, sécurisation de la donnée. Et le sponsor côté DAF ou métier concerné va avoir la vision vraiment métier. Et ça, c'est vraiment le deuxième point que je voulais remonter. Le troisième point, c'est également, il faut profiter d'un changement d'outil pour nettoyer sa donnée. La qualité de D'accord. la donnée, Ouais. c'est primordial. Je vais prendre un exemple trivial. Vous êtes en train de déménager. Est-ce que vous allez remporter tous vos cartons, reprendre tous vos anciens trucs? Est-ce que vous n'allez pas en profiter pour nettoyer vos données? Et en fait, c'est la même chose quand on met en place un ERP. Il faut vraiment travailler sur sa donnée et sur sa compréhension. Parce qu'en plus, qui dit mise en place d'ERP, dit également on va mettre en place de nouvelles règles. Jonathan en a parlé. On va mettre en place de nouvelles règles pour des référentiels. Il va falloir les comprendre, il va falloir les documenter. Et du coup, il y a un vrai travail de nettoyage, d'analyse de la donnée à réaliser. Ok. Après, deux autres points qui sont importants, c'est également le sujet de la formation. Parce que souvent, on l'oublie. Souvent, on met en place l'outil et on se dit, OK, c'est bon, là, on est le 30 juin, notre outil est en place, mais on n'a formé personne. Du coup, on se retrouve avec un outil qui est peu exploité, avec par exemple des interlocuteurs métiers qui ne savent pas répondre à leurs problématiques du quotidien, des processus qui n'ont pas été mis à jour. Donc l'aspect formation, c'est un point central dans la mise en place d'un projet ERP. Et ensuite, je pourrais citer pas mal de sujets, mais ce que je pense, c'est qu'à l'heure de l'IA, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on n'utilise pas l'IA justement pour travailler sur ce projet de mise en place? Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est un frein? Moi, mon sentiment profond là-dessus, c'est que ça peut être les deux. Ça va permettre d'un côté à la fois de nettoyer, normaliser sa donnée, parce qu'on va pouvoir faire des contrôles qu'on ne mettait pas en place. Par exemple, on a le sujet, par exemple, actuellement, on entend parler beaucoup la facturation électronique. Ouais, Il y a un ouais. gros sujet lié à la facturation électronique, c'est mes données clients, est-ce que j'ai mon sirène dessus? Par exemple, avec l'IA, ça va nous permettre d'enrichir cette donnée plus facilement qu'on pouvait le faire avant, où on avait du mal à se connecter à des données, etc. Mais par contre, il faut aussi documenter. Et ça, c'est primordial. Parce que là, les projets auxquels j'assiste actuellement, on utilise l'IA énormément, mais par contre, on ne documente pas ce que met en place l'IA. Donc demain, on va se retrouver peut-être avec des boîtes noires, avec des règles, des algorithmes qu'on a mis en place avec l'IA, mais quand demain, un auditeur, quand un interlocuteur va se demander, ça veut dire quoi tel indicateur, par exemple, dans son tableau de bord qu'il reçoit mensuellement, ça va être compliqué de le documenter. Donc pour moi, il faut savoir utiliser l'IA à bon escient dans ce projet. Je crois que j'ai été sur 5. Ouais, excellent. Franchement, une véritable masterclass. Merci Merci. beaucoup, Pierre. J'avoue, si vous êtes dans un projet de RP, imprimez les paroles de Pierre, parce que j'avoue que Merci. ouais, il y a pas mal de choses. Et je retiens aussi que, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup jusqu'à présent, mais que l'implémentation ou le changement de RP reste aussi un projet humain, avec un C'est véritable ça. sujet de résistance au changement, de Exactement. formation, de nouveaux process, de documentation. Donc, à ne pas sous-estimer la partie humaine pour embarquer les équipes et non pas voir ça que comme un sujet Ouais. pur technique, traitement, nettoyage de la donnée, etc. C'est primordial parce que souvent, c'est parfois un sujet de direction et en fait, les équipes en dessous ont du mal à comprendre l'intérêt. On va avoir du mal à comprendre le sens, pourquoi on passe de cet outil qui fonctionnait très bien à notre autre outil. On va devoir tout réapprendre, on va devoir redocumenter ces process. Et en effet, l'aspect change, c'est un aspect primordial de tout projet ERP, quoi. Ok. Et qui souvent est sous-estimé, justement.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je vous propose, parce que je vois que le temps passe, je vous propose qu'on passe à la partie 2, à savoir le mythe flambé. Alors, on se retrouve du coup pour cette chronique numéro 2, à savoir le mythe flambé. Vous commencez un petit peu à avoir l'habitude si vous nous suivez depuis quelques épisodes. L'idée, c'est toujours sur cette thématique de data, données, ERP, IA, BI, etc., reporting, de prendre tout un tas de mythes et en général de les déconstruire ou parfois de les affirmer. Ça va dépendre. On en a listé une petite dizaine, on peut en rajouter, on peut en faire beaucoup de manière très flash. On peut en faire que quelques-uns parce que ça part en débat, en discussion, au choix. De toute façon, il y a quand même quelques thématiques qui vont ressortir. J'ai en tête des sujets d'IA, j'ai en tête de l'Excel. Bref, il peut y avoir des thématiques qui ressortent. Voyons un peu, place au live, place au tirage au sort. Qui veut commencer? Eh vas-y. Allez. Alors, J'espère qu'on a bien écrit et que tu arriveras à nous lire. c'est pas toi qui as écrit. C'est pas moi qui ai écrit, en effet. Un dashboard est une aide à la décision. Alors, oui, pour moi, c'est une aide à la décision, mais à partir du moment où il était construit avec le décisionnaire. Exact. Parce qu'une des problématiques assez régulières, c'est qu'on a plein de données. Les gens vont construire leur dashboard eux-mêmes en se disant « Ah ouais, mais c'est plutôt vers là, vers cette direction qu'on a », alors qu'on oublie que la première question à poser, c'est vers où tu veux qu'on aille décider, en réalité. Parce que, et aussi, autre problématique, problématique des financiers, on aime complexifier les choses. Un Ouais. dashboard avec 50 000 indicateurs, ça sert à rien. Et Quand je même, vois- ça nous rassure de Ah. mettre plein Ah d'indicateurs. oui, mais ça nous rassure nous. Ça ne rassure pas la personne en face. Mm. Oubliez pas, nous, on traite les données et on a l'habitude. C'est un peu comme là, au début, tu m'as dit, ah ouais, mais toi, tu me sors des acronymes. Je suis désolé, c'est parce que c'est mon habitude et c'est ce que je connais, en fait. Et quand tu connais, c'est facile. J'arrive, je parle à un dirigeant comme moi, là, j'ai parlé, je sais que je l'ai perdu et c'est fini. Et en fait, on fait la même chose. Le nombre de fois où j'ai vu le dashboard, le PNL avec 50 lignes, où on le présente à notre CEO. CEO, qu'est-ce qu'il s'en fiche, en fait, honnêtement? Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire demain avec ça. On a atterri là, on a été là par rapport au budget, au forecast. Bah, c'est quoi les actions? C'est quoi le plan d'action derrière? Ouais. C'est ça le dashboard. Et les gens ont tendance à oublier que c'est pas juste du reporting, en réalité. Ça, c'est excellent et ça fait écho à pas mal de choses, en tout cas, que je vois passer ou autres. Donc, j'espère que dans l'audience, vous nous écoutez bien et vous écoutez véritablement bien les paroles de Jonathan, parce que franchement, c'est une véritable leçon. Ne cherchez pas à tout complexifier pour vous rassurer. Le dirigeant en face, en général, à qui vous présentez votre dashboard, a beaucoup moins de temps, a aussi une connaissance de la partie financière qui est moindre. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant les 150 chiffres que vous allez présenter, c'est plutôt les quelques 3-4, après ça dépend, mais bref, 3-4 gros indicateurs et surtout le plan d'action derrière. Pensée future notamment. Et dans mon expérience aussi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, hein, c'est avoir ma réunion avec mon VP et qui me disent bah vas-y, mais j'ai 3 minutes. Et oui, et T'as là, intérêt de répondre en 3 minutes. Et si ton dashboard il fait 45 indicateurs, je peux te dire que tu réponds pas en 3 minutes. Donc, quand vous partez du plus petit message que vous voulez passer, l'absolu, mais n'allez pas trop loin, en fait. N'allez pas trop loin. Et puis, pour vous rassurer, faites-les à côté. Enfin, vous le savez après. En fait, c'est un peu comme quand on révisait. Tu révises, après, tu révises tout. Et après, tu te dis, je vais faire 50 000 fiches. Mais en fait, en réalité, t'en retiens qu'une. Et après, tu réduis tes fiches. Ouais. Bah, réduis tes fiches, en fait. excellent, excellent. Pierre, je te propose de tirer Ok, un mythe. Merci. Tac, tac, je regarde pas. Je triche pas. Non. Une donnée cohérente est forcément une donnée fiable. Ah, c'était un vaste débat, ça. C'était un Alors, vaste débat. ouais, du coup, différence déjà entre cohérence et fiabilité, mais ouais. En fait, le nom de mon cabinet de conseil, c'est Fiability, donc ça me parle pas mal. Donc, une donnée, en fait, pour moi, une donnée cohérente est différente d'une donnée fiable. Ouais. Alors, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'en effet, pour moi, ce qui est primordial là-dessus, c'est la fiabilité de la donnée. J'ai déjà insisté là-dessus, comprendre comment sa donnée circule. Par exemple, Jonathan, là, sur ce qu'il évoquait, là, sur le sujet des indicateurs, il faut aussi se poser la question de comment nos indicateurs vont être produits, à quelle fréquence. Si notre indicateur, il est topissime, on a calculé un fond de roulement, mais on met 3 semaines, 2 mois à le calculer, parce qu'on a des ERP qui sont pas propres, on doit retravailler la donnée, on doit faire, il y a des opérations de manuel, il n'y a pas de contrôle dans l'ERP, par exemple, sur la donnée en amont. Pour moi, c'est une catastrophe. Et on va prendre des décisions sur des données qui sont factuellement fausses. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment
insister sur la fiabilité de sa donnée et comprendre sa donnée, comprendre comment sa donnée circule, comprendre une donnée qui est dans son reporting financier, d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient, par exemple, de son CRM en amont? Mais dans le CRM, est-ce qu'on a mis en place des contrôles pour vérifier que cette donnée est fiable? Est-ce qu'on a échangé avec, par exemple, nos commerciaux pour les briefer sur l'importance de cette donnée parce que derrière, elle joue sur tel indicateur? Voilà. Ok. Je n'ai pas forcément répondu à la question, mais... Non, mais c'était très clair. Et il y a une célèbre, je sais pas si c'est une citation, une étude, une légende ou autre, mais en tout cas, ça ressort très souvent en réunion. On dit que, je crois que c'est équivalent à une décision sur deux est prise sur la base d'un reporting ou d'un dashboard qui est faux. Faux, incomplet ou injuste. Ouais, bon, il y a plein de stats là-dessus. Et moi, alors, je suis contrôleur de gestion à la base, hein. La cohérence est plus importante que la fiabilité. Alors, je vous dis ça alors que je monte un outil de contrôle de qualité. Ok. Ouais. Mais dans la prise de décision, elle est plus importante. C'est-à-dire que quand on pilote une entreprise, qu'on est dans l'urgence, qu'on a des problèmes, on ne peut pas passer 20 jours à faire une clôture. Honnêtement, on ne peut pas passer 20 jours à fiabiliser son chiffre. C'est un problème. C'est un vrai problème parce que vous ralentissez le business. Et je vais vous dire, les financiers, c'est de votre faute, en réalité. C'est de votre faute si vous attendez parce que vous avez besoin de vous rassurer et d'arriver à 100%. C'est ce que je fais la différence entre comptabilité et contrôle de gestion, en fait, en réalité. La compta, on veut être propre et clean. C'est normal. Et c'est important parce que, de toute façon, à la fin, on est contrôlé. On a les auditeurs qui viennent, on sait comment ça se passe. De l'autre côté, vous devez décider et piloter. Décider et piloter, le 80-20 est largement suffisant. Mais pour ce 80-20, il faut savoir où on en est. Ouais. Ok, très très juste. On a le temps encore de faire un petit dernier. Je vois le temps qui passe. Rapide, et Johanna nous fait des gros yeux. Les sujets data sont des sujets de DSI. Ouais, c'est faux. Mais alors je vais juste vous retourner le sujet. Qui est la DSI comprend vos données? Franchement, il n'y a pas grand monde. Déjà, après, ça dépend de la taille de boîte et tout, mais faut-il déjà avoir une DSI? Parce que parfois, on peut Ça dépend de parler la de taille de boîte. sujets de C'est une vaste RP question, sans hein. forcément qu'il y ait une DSI. C'est un modèle qu'on avait avant et qu'on a gardé. Et en fait, au début, n'oubliez pas, la DAF avait la DSI. Hein, en fait, c'était tout sous la DAF. Et après, il y a eu une décision en général de séparer les deux services parce que du coup, en fait, les impacts devenaient de plus en plus gros au niveau SI, tout simplement. Mais bon, au-delà de ça, vraiment, pour moi, les sujets, la DSI n'a rien à faire dans votre data, dans le sens la comprendre, décider des définitions. Quand on fait un projet ERP, la plus grosse bêtise, c'est que la DSI lead le projet. C'est-à-dire que quand je vous parlais de module, si votre module finance comptabilité, il est dirigé par la DSI, bon courage pour les écritures comptables. Ouais. Si côté logistique, il a été fait par un DSI plutôt qu'un logisticien, je vous raconte pas le bazar à la fin dans les stocks. Et ça, c'est un truc qu'on comprend, ce que disait Pierre, c'est pas un sujet de direction, mise en place d'un ERP. Pareil, pour un EPM. Un EPM, c'est votre outil, les financiers. J'ai entendu des choses où c'est les DSI qui les ont mis en place. Et après, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah non, mais attends, je comprends plus rien. C'est interconnecté n'importe comment. Je reçois des données à son vide. C'est pas de la faute du DSI. C'est de la faute du métier qui n'a pas pris en main sa donnée. Ok. Les deux doivent travailler de concert, comme on disait. Et ce qui est important, c'est que le DSI comprenne bien le besoin métier et sur les décisions qu'il a à prendre sur la sécurisation de la donnée, qu'il ait tous les éléments métiers en face. Du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important que, comme je disais, qu'il y ait à la fois un sponsor côté DAF et un sponsor côté DSI, ou un sponsor, comme je disais, logisticien, selon le type de projet, etc. Ok, en fait, encore une fois, on voit, de par les différents aussi, entretiens qu'on a pu faire ici, que le financier doit aussi se mettre dans la peau d'un chef de projet et ne pas être que dans l'aspect purement technique. Et qui dit chef de projet, dit embarquer des équipes, dit savoir exprimer ses besoins, qu'ils soient techniques ou plus de gestion, on va dire. Et aussi, du coup, une vraie problématique ou un vrai sujet de communication. Parce que pour exprimer des besoins, faut-il savoir les exprimer, les communiquer. Et on sait que nous, les financiers, parfois, en termes de communication, c'est pas toujours ça. Donc, ok. Eh ben, écoutez, très clair. Merci beaucoup, messieurs. Le temps passe. C'est parti pour la rubrique numéro 3, à savoir le plat raté. Alors, le plat raté, c'est le moment des petites anecdotes ou du moins des choses qui, dans nos différentes expériences passées, ont pu mal se passer et toute confidentialité, bien sûr, oblige. Juste expliquer après qu'est-ce qu'on en retire comme apprentissage, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, comment on voit les choses actuellement.
Je vous propose de commencer par toi, Pierre, si tu l'acceptes. On avait un sujet à savoir sur, encore une fois, une migration de RP qui, à la base, devait simplifier la vie de tout le monde, des équipes techniques, des dirigeants, des équipes opérationnelles, etc. et qui a finalement déplacé tous les problèmes de l'ancien système vers le nouveau. Pourquoi ? En fait, c'est ce que je disais justement précédemment. En fait, globalement, c'est comme quand on fait un aménagement. Il y a un moment, faut nettoyer le passé. Faut vraiment faire quasiment un R à Z, remise à zéro, et se demander toutes ces données d'avant, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, faut pas non plus rester dans la théorie, mais il faut regarder posément, voilà, telle donnée que j'avais, comment est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce que tous mes historiques de produits, tous mes référentiels qui subsistaient dans mon ancien ERP, est-ce qu'on les comprend? Est-ce qu'en fait, ils faussent pas la décision? Est-ce qu'ils faussent pas est-ce qu'ils complexifient pas des saisies, des traitements côté métier, par exemple, où on se retrouve à devoir saisir une écriture comptable et on a 50 champs à renseigner, par exemple. Parce qu'il y en a 30 qui venaient de l'ancien ERP et on a rajouté les 20 du nouveau, quoi. Et on ne s'est pas posé la question, si celui-là, on ne l'enlève pas, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces éléments-là? Voilà. Pour moi, c'est le gros sujet que je vois par rapport à ça. C'est vraiment faire attention à sa donnée et pas hésiter à un moment se dire, là, il faut nettoyer, là. Ouais. Mais ça, c'est un piège dans lequel on peut assez facilement tomber sur le côté... Des exemples, on en a plein. La nouveauté, enfin, je veux dire, le petit fameux shot un peu de dopamine pour l'outil magique, être attiré par la nouveauté. Alors, après ERP, on parle parfois de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros. Donc, bon, attention, on ne souscrit pas juste à un simple nouvel outil. Mais se dire qu'avec un nouvel ERP, tous nos problèmes vont partir et ne pas s'intéresser justement au fond du sujet, comme tu le voyais, la qualité de la donnée, le traitement de la donnée. Et donc oui, ne pas être attiré que par la nouveauté, mais aussi se dire qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on va le faire, pour ne pas juste faire un effet de déplacement de nos problèmes, tout simplement. Jonathan, on part sur la thématique IA. Après, si tu as d'autres exemples, tu n'hésites pas. On avait en tête une IA qui produisait des analyses totalement fausses. Ça peut arriver, l'hallucination de l'intelligence artificielle existe, parce que les données d'entrée étaient mauvaises. Qu'a-t-on appris? Alors, c'est tout le postulat sur lequel je pars dans mon projet. Le postulat, c'est qu'en fait, l'IA ne fonctionne que si la donnée d'entrée est bonne, en réalité. On dit, c'est toujours la database, ce que tu as construit. Est-ce qu'elle est cohérente? Et si tu lui donnes des données incohérentes, elle ne fait pas de magie, elle te donnera des résultats incohérents. C'est pas qu'elle est fausse, l'IA. L'IA n'est pas fausse. J'ai eu le même débat quand j'ai mis en place des BI et des EPM. C'est ta donnée, elle est fausse. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mes petites mains et je retournais jusqu'au bout et je lui disais, excuse-moi, mais ta donnée d'entrée, elle va pas. Et en fait, c'est exactement le même sujet. C'est le même type d'outil. Pourquoi l'IA ne fonctionnera pas sur une qualité fausse? C'est tout simplement parce que c'est de l'algorithmie. Là, derrière, tout le monde vous fait un foin intelligence. Faire du lien, comme on disait. Là, ça fait du lien entre les données et en fait entre les interconnexions. Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas ressortir un résultat propre avec une donnée fausse. C'est comme ton stagiaire. Ton stagiaire, il ne fera pas de miracle. Et en fait, là-dessus, ça peut aider notamment au contrôle de qualité de données. Ça, je ne le nie pas. C'est un peu mon concurrent, du coup, en soi. Nous, on en met aussi dans nos outils, au choix technique après les uns et les autres. Parce que la problématique, c'est que nous, on part sur une approche déterministe, alors qu'en général, c'est probabiliste. Et la probabilité, les financiers, on n'aime pas ça. On en parlait, fiabilité, cohérence. Dans ta fiabilité, si je te dis qu'aujourd'hui, c'est 22% de fiabilité et que demain, je te dis c'est 99, et puis après, je te dis c'est 99,1 une heure après, tu vas me dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, retourne sur Excel, je reprends mes données et je m'y remets. Et en fait, pour l'instant, l'approche est probabiliste. Demain sera peut-être déterministe. Moi, je ne crois pas en ça. Je crois que l'avenir dans les outils, l'avenir de l'IA pour les financiers est sur des bases de données existantes et déjà mises. En fait, c'est ce qu'on voit. Les éditeurs intègrent de l'IA. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est tu intègres de l'IA que tu vas cadrer parce que tu veux pas qu'il te ressorte deux fois à la même question, deux fois un résultat différent. Mais parce que là, si vous le faites, ça va peut-être vous le sortir très bon du premier coup, et le deuxième, tu vas te dire mais je comprends pas, pourquoi ça marche pas? Puis après, tu vas te dire mais ça s'écarte. Puis après, tu vas te dire mais attends, il comprend plus rien à ce que je lui ai dit. Il y a quatre questions. En fait, c'est parce que c'est de la probabilité, c'est du token qu'on réentraîne pour arriver à un résultat qui est le
plus proche, entre guillemets, de ce que tu veux. Et c'est pas notre approche financière. Notre approche financière, c'est d'être juste et cohérent. Donc, quoi qu'il en soit, lié à la qualité de données, ça passera toujours par une base de données propre, Ouais. un contrôle propre. Et la base de données, c'est les outils que vous aurez mis en place en réalité. Ok, et je finirai peut-être sur une question un peu métaphysique, mais auquel vous Allez. pouvez répondre extrêmement Allez. rapidement, avant qu'on passe justement aux questions du public. Une mauvaise donnée coûte-t-elle plus cher qu'un mauvais logiciel? Ça dépend de la décision, hein, et Ouais, ça c'est dépend de ça. l'impact. Mais le logiciel, ça coûte cher. Ok, on va pas se mentir, on va pas se raconter des histoires. Il y en a pour toutes les bourses, en soi. N'oubliez pas que les moins chers ont forcément des contreparties. C'est très classique. Le logiciel coûte cher, mais le logiciel permet d'avoir une approche collective. La problématique, souvent, c'est que la décision va être prise sur une multiplicité de données, où tu vas avoir plusieurs services. Le CEO, ou j'en sais rien, va arriver, il va se dire, t'as Georges, il me dit un truc, Julien me dit un autre, et Georgia me dit autre chose. En fait, c'est là où l'outil devient vraiment utile. Et même si la donnée est incohérente dans l'outil, elle sera toujours plus utile parce qu'elle est centralisée que une multiplicité de questions qui fait qu'en fait, dans un COMEX, tu passes ta vie à discuter de pourquoi tu as calculé comme ça. Ça, c'est une erreur, en fait. Donc, il n'y a pas de mauvais investissement outil pour moi. Il y a des mauvaises installations, ça, c'est un autre sujet. Mais il n'y a pas de mauvais investissement outil. Le mauvais investissement, c'est de se dire qu'on va tout faire en freestyle. Parce que tout le monde pense qu'on peut tout faire en freestyle. Et attention, tout faire en Excel, pour moi, c'est tout faire en freestyle. À un moment, ça d'accord, devient ouais. du freestyle parce que on le sait très bien, la reprise d'un fichier Excel que tu avais de ton prédécesseur, c'est un enfer. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fous à la poubelle et tu le refais. C'est comme ça que ça marche. Pierre, t'es aligné Ouais, bah, il a raison sur le côté freestyle du fichier Excel. En effet, combien de fois on a des missions sur le sujet où on a un responsable qui part ou un producteur de données qui part et derrière il faut récupérer le fichier. En effet, théoriquement, il y a un mode opératoire, il y a un truc comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que parfois, la donnée qui est de démarrage qui a été copiée, par exemple, de son ERP comptable, de son outil de gestion, bah, je sais pas, il y a 10 retraitements sur la donnée en amont avant de la copier. La source n'est pas fiable. Derrière, on a des formules où on se rend compte, je sais pas, des erreurs, etc. Et en effet, Excel est un très bel outil, mais il faut, enfin, comme on le dit souvent, Spider-Man, un très bel outil engendre de grosses conséquences. Enfin, je sais plus quelle est la phrase, mais Des j'ai grandes testé. responsabilités. Merci Jonathan. Mais voilà, pour moi, c'est Excel résumé. Et attention, hein, ça devient de pire en pire. Parce qu'en fait, avec les IA, maintenant, j'ai eu une discussion avec plein de DAF et de responsables contrôle de gestion qui mettent un peu les juniors ou même des expérimentés hein, sur les Excel avec du plugin. Le plugin sort des formules de fou. Ouais. Et plus personne n'est capable de les expliquer. ouais. Ça devient de pire en pire, en fait. Des formules C'est-à-dire à 15 km qui font des trucs, qui obtiennent pas vraiment le bon résultat. Et Donc, voilà, soyez prudents quand même sur Mm. l'utilisation parce Tout qu'à à la fait. fin, moi c'est ce que je disais la dernière fois à une conférence, à la fin on doit connaître l'objectif et le résultat et être capable de faire le trait entre les deux, quoi, entre le début et le résultat. Et si vous laissez faire l'IA en allant au-delà de vos connaissances, c'est un peu comme quand on délègue un sujet. Si on délègue un sujet à un mec qui est super fort, tant mieux. Quand il se barre, on est foutu. Ouais. Donc ne perdez pas cette compétence Excel et de formule Excel. En effet, revenez parfois un peu aux fondamentaux. Ça fait du bien, en tout cas. Ok, eh ben, écoutez, je vous propose de passer à la 4e et dernière chronique, si vous le voulez bien, à savoir les questions qui piquent. Alors, les questions qui piquent, donc là, que ce soit avant ou pendant ce live, bah, écoutez, nous avons accumulé un certain nombre de questions. Donc là, très simple, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas, etc. On se prend quelques minutes pour en traiter quelques-unes. Et après, toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre seront bien sûr disponibles sur Finpal et on y répondra par écrit. Comme ça nous permettra aussi de poser de manière plus précise parfois nos réponses. Pour commencer, on vous propose une question de la part de Véronique. Y répondra qui le souhaitera, à savoir comment s'assurer de la qualité, de la pertinence et de la mise à jour permanente de la data. Vague question, y répond Alors, qui souhaite. Sur la mise à jour permanente, ça c'est un problème de système d'info. Ça veut dire qu'il va falloir discuter avec votre DSI en général, parce que vous n'avez vraiment pas la compétence en général de gérer les interfaces ou des choses comme ça. Faut passer à un outil comme le nôtre. Vous avez la maîtrise. Non, mais en fait, blague à part. Après, pour la problématique de contrôle de qualité,
j'ai interrogé plus de 200 DAF avant de me lancer. Je leur ai posé la même question à chaque fois. Alors, je sais que ça fait un peu répétition parce que j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais c'est important pour que vous compreniez le sujet. Je leur ai posé la question, quelle est ta cohérence de données? Quel est ton pourcentage de cohérence et de fiabilité de ta donnée? Les résultats, ça allait, entre 60 et 40 c'est pourri, je suis vraiment pas en maîtrise et franchement, c'est compliqué, à, 90-95 des fois même 99 à me dire: «Ah, je suis ultra fiable, j'ai aucun problème». Ma deuxième question, c'était: «Est-ce que tu me le tamponnes aujourd'hui si je viens vérifier tes données Ouais. que tu y es à ce niveau-là?» Et en fait, la problématique, elle est que les gens n'ont pas les règles écrites, documentées et dans un outil. C'est pour ça qu'on est là. Mmh. Mais en fait, les gens ont les règles dans leur tête. Combien de contrôleurs font des pivots et te font un fichier Excel avec 38 onglets dans lequel, quand tu le récupères, tu sais même pas à quoi sert le pivot, en fait. Tu te dis pourquoi il s'appelle pivot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, tu te dis, bah, si tu vas lui poser la question, elle va te dire: «Ouais, mais là, je contrôle ça. Là, je contrôle ci. Là, je vérifie que ma donnée, elle est bien à zéro. Là, en fait, tout ça, c'est ça le contrôle de la qualité de données. La problématique, elle est toujours la même, hein. On est désolé pour tout le monde et j'ai été dans votre situation. On a un temps qui est proche de zéro parce qu'on nous demande toujours d'aller de plus en plus vite, mais le temps de documentation, il est hyper important et si vous n'avez pas ce temps de documentation, notamment de qu'est-ce que vous contrôlez, comment vous fiabilisez votre donnée, bah, en fait, vous partez dans tous les sens et on court comme des poulets sans tête en réalité. Ouais. Et c'est souvent ça le problème. Après, c'est le temps, justement, qu'on considère comme la documentation. On considère toujours ça comme une tâche pas secondaire, mais qu'on fera plus tard, quand on aura de la bande Bah, passante, quand il y aura moins de sujets. tu sais quand il est le plus tard? C'est au moment de la démission de la personne de ton équipe. Et, oui, Et en fait, soit tu t'entends super bien, ça se passe bien, il va te le documenter, soit il se barre parce qu'il est vraiment pas content, alors là, avant d'avoir de la documentation, t'es mort, soit il est juste plus motivé et il en a plus rien à faire. Ouais. Donc en fait, tu as quand même la dégradation de la qualité de données globale de la quasi-totalité des entreprises, elle se passe au moment du départ des collaborateurs. En général, tu as une petite vague d'amélioration quand tu remets un outil, un ERP, un EPM, parce que bah, là, tu as été recreuser un petit peu tes règles de gestion, etc. C'est le moment où tu renettoies. Mais n'oubliez pas, c'est qu'en fait, vous redocumentez plus et en fait, ça s'érode au fur et à mesure. Ok. Ce que je dirais aussi, juste par rapport à ça, c'est qu'aussi, il faut comprendre le cheminement de sa donnée, en fait. Il faut comprendre aussi, un ERP, ça va permettre aussi de réduire les retraitements et d'éviter, bah, par exemple, on a une donnée qui vient du commercial, qui ensuite arrive dans un service de gestion, qui ensuite passe par la finance, qui ensuite passe par le contrôle de gestion, qui ensuite arrive à la direction avec, je sais pas, on va dire une dizaine d'échelons. Et en fait, pour moi, comment on fait pour fiabiliser sa donnée? Bah, déjà, c'est mettre des outils qui vont peut-être permettre d'éviter ces retraitements et aussi mettre des points de contrôle à chaque fois que la donnée circule d'un point à un autre. Parce que on a une donnée qui, en fait, au début, on part d'une source brute, mais par exemple, il y a peut-être un ou deux retraitements qui sont faits au moment du passage côté gestion, parce qu'on va, je sais pas, on va normaliser les codes produits, il y a des difficultés là-dessus, et en fait, ça va créer un premier biais. Ensuite, ça va passer côté finance, on va appliquer un référentiel. Ce référentiel, il est peut-être pas à jour parce que ça n'a pas été communiqué avec l'équipe produit, etc. Et pour moi, il faut mettre en place des points de contrôle tout au long de son cheminement. Très clair. On a une question qui est assez intéressante de la part de Thomas. À une ère, on reparle un peu d'IA et où tout le monde commence un peu à s'inventer développeur, vibe coding. Moi aussi, je peux monter mon propre SaaS, mon propre outil. Bref, c'est pas si simple. La question de Thomas, doit-on privilégier un développement interne, à l'heure de l'IA notamment, de notre ERP, ou plutôt aller sur une solution existante qui, certes, ne nous appartient pas, et certes est moins flexible, mais plus rassurante parce que outil déjà existant. Moi, ce que je vois par rapport à cette question, c'est que l'IA, déjà, ça peut permettre de faire un premier POC. Donc, de faire d'éprouver un peu son concept, d'éprouver ce qu'on souhaite dans son outil. Par exemple, je veux mettre en place un CRM. Je vais peut-être utiliser l'IA pour vibe coder mon premier outil, mon premier CRM, en m'inspirant un peu ce qui existe, en indiquant les différentes fonctionnalités dont j'ai besoin. Et derrière, ça peut me permettre, parce que évidemment, derrière le vibe coding, il y a aussi toute la sécurisation, tout ce qui est sécurité, RGPD. Il y a plein de sujets derrière auxquels il faut faire attention. Et du coup, ça, ce POC, ce proof of concept que j'ai mis en place derrière, je vais pouvoir aller voir plus facilement les éditeurs et tout de suite, ils vont avoir une vision un peu de moi ce que j'attends. Ce que j'attends, voilà, en termes de fonctionnalité, en termes de rendu, en termes d'écran, en termes de division des menus en fonction des droits des utilisateurs, etc. Donc, pour moi, l'IA permet d'abord ça. Tout construire un ERP avec l'IA, c'est bien, mais c'est quand même risqué. Il faut faire attention à la sécurité de la donnée.
Très clair, et je vous propose de traiter une dernière question, sachant qu'après, on en a reçu d'autres, mais encore une fois qu'on traitera en direct sur Finpal. Une question d'Emeric, à laquelle on peut répondre, je pense, assez facilement et rapidement. Faut-il vraiment attendre d'avoir une data, une donnée propre pour commencer avec un ERP boosté à l'IA, ou peut-on avancer avec de l'imparfait? C'est un peu la réponse que j'ai apportée tout Ouais, à l'heure, ouais. hein. En réalité, si on attend le parfait, on n'avance plus. Non, on avance On fait rien. Alors on espère tous, moi aussi, hein, je préfère prendre des décisions à 100%. Mm. Mais la réalité du business, encore plus maintenant que je me lance, je me rends compte que c'est de prendre des décisions sur de l'imparfait, en réalité. On prend des décisions, des fois sur l'instinct, bon, ça arrive. On prend des décisions sur une donnée qu'on essaye de fiabiliser au maximum, en fait, et d'arriver à ce que je disais, hein, pour moi, le Pareto, le 80-20. Ouais. Quand on fait une analyse de la quasi-totalité des entreprises, il y a 20% des clients qui font 80% du chiffre d'affaires, hein, en général, hein. Et souvent 80% de la marge, voire plus. La réalité, c'est on peut pas attendre ça. Quand on est contrôleur, notamment, ou quand on est DAF, imagine toi, tous les jours, tu as ton CEO qui vient et qui dit, et tu lui dis non, mais attends, je vais pas encore fiabiliser ma donnée, laisse-moi un peu de temps. Au bout d'un moment, il va te dire, moi je prends ma décision, vas-y, j'y vais. Quand tu es dans un gros groupe, non, ça se passe pas comme ça. Oui. Mais dans un gros groupe, faut pas oublier qu'on a une armée de contrôleurs. On est très nombreux. Et c'est grâce à cette multiplicité de contrôleurs et de personnes qu'on arrive à aller vite sur la fiabilité des données, où il n'y a aucun DAF qui va te dire c'est bon, je suis juste à 100%. Mais de toute façon, il n'a pas d'intérêt à aller juste à 100%. Il n'y a aucun intérêt en fait à aller juste à 100%, sauf au moment où tu fais ta clôture annuelle. Mm. En réalité. Oui, là, pas le choix. Là, t'as pas le choix. Et puis bon, on va pas se dire qu'on est juste à 100%, on a été des deux côtés de la barrière, hein. La réalité, c'est de s'approcher au maximum de la réalité. Et pour la décision, c'est de s'approcher au maximum de la cohérence pour la décision. Et quand on a un peu plus d'assurance et qu'on a bien mis en place ces contrôles de qualité, bah là, on y va plus facilement en disant, ouais, bah voilà, moi, je suis confiant. Ma donnée, elle est fiable. Là, moi, je vois une tendance comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on pourrait prendre ça comme action. C'est là où on a un intérêt, c'est là où on a un impact, en fait, pour le CEO. Si on est là toujours à lui dire non, mais je suis en train de fiabiliser, attends, ma clôture elle est à J20, non, mais pour mon forecast, vu que j'ai fini à J20, bah, en fait, je vais te le donner 2 mois plus tard, ça va pas en fait. Et n'attendez pas la fiabilité à 100%, c'est pas vrai. Même moi qui fais un outil de contrôle de qualité de données, c'est pas tu ça, l'auras c'est pas ça mon jamais, objectif. Mon objectif, c'est de faire avancer les gens et d'éviter qu'ils passent leur vie à contrôler et à cruncher des données en fait. Moi, c'est ça que j'essaye d'éviter. Tu es d'accord avec ça, Pierre? 100% en phase, évidemment. Parce que, bon, mais non, mais j'ai rien à rajouter pour le coup là-dessus. C'était parfait. Écoutez, on arrive tout doucement à la fin de ce live. J'avoue que l'heure est passée extrêmement vite. On a ouvert beaucoup de sujets. Je pense qu'on pourrait en parler encore des heures. Clairement. Mais bon, voilà, l'idée, c'est en une heure de prendre un sujet assez technique et d'essayer de faire preuve de beaucoup de pédagogie et justement de sensibilisation. Donc, écoutez, en guise de conclusion, bien évidemment, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Jonathan. Merci Pierre pour votre expertise, Merci, pour Mehdi. vos précieux conseils. Peut-être chacun un petit mot de la fin, ou, par exemple, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vos actus à venir, un petit mot? Bah, moi, de mon côté, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je suis pas mal actif. Je suis le spammer de la finance. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez commenter, envoyez-moi des messages. Je réponds à tout le monde. Alors, des fois, avec plus ou moins de délai, mais je réponds à tout le monde. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Je mettrai la Ah, vidéo ça c'est excellent, ça. On dessus. y Donc, ça, c'est mettra la cool. vidéo avec grand Donc, plaisir. je deviens un YouTuber. Incroyable. Ouais, excellent. Voilà. Donc, après, sinon, bah, voilà, on lance notre outil. N'hésitez pas si vous êtes curieux. Nous, on peut venir. Merci à toi, Mehdi, de nous avoir invités. Merci à Conto aussi, qui nous permet de faire ça. C'est très cool. On a chaud, mais c'est top. Bah écoute, franchement, c'était bien évidemment un plaisir de t'avoir à notre micro. Et Pierre, un petit mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver, tes actus? On peut me retrouver aussi sur LinkedIn, beaucoup Ouais. moins actif que Jonathan, beaucoup moins spammer pour le coup, mais on peut me retrouver sur LinkedIn. J'ai pas encore lancé de ma chaîne YouTube et c'est pas prévu, j'annonce. Mais voilà, et encore merci à Conto, merci à toi Mehdi également et à toute l'équipe pour l'invitation. Et franchement, ça allait, il faisait pas si chaud que ça. Non, mais ça allait. On a parlé d'un sujet certes brûlant, mais Voilà. dans des très bonnes conditions. C'est cool. Donc encore une fois, merci à vous deux. C'était franchement un plaisir. Merci bien évidemment aux partenaires Finpal qui nous accompagnent pour toute cette aventure. Toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, il y en a quand même quelques-unes que je vois en live. On les mettra donc du coup sur Finpal et on y répondra par écrit. On se répartira ça. Tu vas nous filer du boulot. Je vais vous filer un petit peu de boulot, bien sûr. On se répartira ça.
Et comme ça, au moins, vous aurez une trace écrite. Et comme plaisir. ça nous permet de continuer un plaisir. petit peu les débats. Merci à vous toutes et tous qui nous regardez en live ou en replay. Franchement, c'est top. Merci bien évidemment à l'équipe technique. Petite mention spéciale pour notre amie Johanna qui nous accompagne pour la dernière fois, malheureusement, sur les lives après 2 ans de bons et très très loyaux services. Donc chapeau bas l'artiste pour tout ce que tu as fait. C'était vraiment un plaisir. Et voilà, et sinon on se retrouve très vite, à la fois en live, à la fois en replay, où vous voulez. Bref, comme d'habitude, c'était un plaisir. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Merci. Merci.